Voilà, nous allons donc consacrer ces prochains mois à la bioéthique parce qu'elle concerne chacun d'entre nous. Essayons de partir d'une définition simple. La bioéthique, c'est la discipline qui étudie les questions morales qui peuvent apparaître à l'occasion des pratiques nouvelles qui impliquent la manipulation d'êtres vivants, ou bien à l'occasion aussi de certaines recherches en biologie, par exemple. C'est cela la bioéthique. Et nous passerons en revue tout au long de ces entretiens les différents sujets qui font l'actualité de la bioéthique. Les sujets dominants sont bien sûr la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire la fécondation artificielle, et puis aussi la question importante et très peu connue des cellules souches, le clonage, l'euthanasie bien sûr. Si nous avons choisi ce sujet, c'est parce que il est bien évident que nous arrivons à une frontière et même la plus essentielle de toutes les frontières, qui est le seuil du monde humain tel qu'il est connu. Et finalement, nous voilà tous prêts à passer cette ligne. Et finalement, cela ne semble pas si impressionnant que cela, en tout cas pour nos contemporains de bonne volonté, et c'est cela qui est certainement le plus inquiétant, au fond. Et il n'y a qu'un pas à faire, et ce pas, semble-t-il, nos contemporains vont le faire sans même y penser vraiment, sans voir la ligne qu'ils franchissent, la ligne qui se dérobe à leurs pieds. On nous avait pourtant parlé de cette fameuse frontière dans les progrès de la science, ces progrès de la science qui ne cessaient de nous en approcher, et ceci, donc, vous l'avez certainement entendu sous un mot qui est le transhumanisme. Le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est ce mouvement, à la fois intellectuel et culturel, qui veut dépasser les limites biologiques par les progrès technologiques. Mouvement qui est parti des États-Unis en 1998. Il y a donc déjà 20 ans, sous le slogan à l'époque de l'homme augmenté. Bien, nous y sommes en effet. Donc, nous avons eu depuis 20 ans, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à cela, nous avons eu le temps de l'imaginer, ce nouveau monde incroyable, au fur et à mesure qu'il semblait devenir possible. Un monde où la médecine ne servirait plus à réparer les corps, mais à les mettre au service du rêve et au service des idées. Un monde où les données naturelles, c'est-à-dire la nature humaine créée par Dieu, c'est cela, le donné naturel, un monde où ces données naturelles ne seraient plus, comme cela a été le cas jusqu'à notre époque, ne serait plus une limite ou un modèle, mais où l'individu, enfin émancipé des frontières ordinaires, des frontières obscurantistes, même pour certains, des frontières du vivant, pourrait finalement modeler sa vie et celle des autres à la mesure de son désir. Eh bien, nous y voilà dans ce monde de science-fiction. C'est finalement tout simple de passer la frontière si l'on y prend garde. Personnellement, je ne pensais pas que cela paraîtrait si simple de passer cette frontière et que cet événement inouï
passerait presque inaperçu. Vous voyez, nous sommes sur le point, en réalité, de changer de monde. Et vous allez voir que ceci n'est pas du tout exagéré. Il y a un an, Madame Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, a annoncé que la PMA, la procréation médicalement assistée, serait bientôt ouverte aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Et elle a rajouté qu'il s'agissait, évidemment, elle a employé ce mot, qu'il s'agissait évidemment, comme s'il s'agit d'une évidence, qu'il s'agissait évidemment d'une mesure de justice sociale. Sans doute, sans même en mesurer elle-même toute l'importance, elle annonce là une révolution qui est certainement beaucoup plus importante que tout autre événement dans l'histoire de l'humanité. Désormais, lorsque notre pouvoir technique se saisira de nos corps, eh bien, ce ne sera plus pour les réparer, ou ce ne sera plus seulement pour les réparer, mais ce sera pour nier ce qu'ils sont, ce pourquoi ils sont faits. C'est-à-dire que la nature, désormais, n'existe plus, et désormais s'ouvre le règne du désir illimité par des progrès technologiques. Alors, bien sûr, certainement, donc, en prononçant ces mots vis-à-vis de personnes qui réfléchissent peu ou qui ne savent que trop bien ces réalités, au contraire, eh bien, certainement, nous pourrons être critiqués ou bien moqués ou qualifiés de rétrogrades. La société évolue, nous dira-t-on. Pourquoi refuser à des personnes qui désirent avoir un enfant les secours de la science? Et surtout, au nom de quoi refuser à des femmes ce qui est accordé à des couples hétérosexuels? C'est donc une mesure de justice sociale, comme le dit avec évidence Madame le secrétaire d'État. Comment s'opposer au fait que la PMA, qui existe déjà, puisse être ouverte à toutes les femmes? C'est une mesure de justice sociale. Et si vous y résistez, ce ne peut être que par homophobie, n'est-ce pas? Eh bien, non. Il y a ici, vous l'avez compris, il y a ici un sophisme qui dissimule en réalité la frontière que nous sommes en train de franchir. Le sophisme, le mensonge, est celui-ci. En réalité, la PMA, si l'on réfléchit bien, la PMA ne sera pas ouverte aux couples de femmes ou aux célibataires parce que de soi, si l'on réfléchit au sens des mots, de soi, ce n'est pas possible. La PMA, vous le savez, c'est un acte médical, comme son nom l'indique. Procréation médicalement assistée. C'est un acte médical, un acte qui, nous le verrons un peu plus tard, sans doute le mois prochain, un acte qui pose des questions éthiques graves, bien sûr, mais c'est un acte qui est, dans son essence, un acte thérapeutique, en ce sens qu'il vise à remédier à une pathologie, qui est l'infertilité. Ceci, nul ne peut le nier. La PMA est donc le geste médical, thérapeutique, par lequel un couple qui se trouve infertile pour une raison pathologique peut recouvrer la fécondité qu'un trouble de santé empêchait. Ceci, bien sûr, indépendamment du jugement moral que l'on peut porter sur cet acte. La question
dans ce qui nous importe à l'instant, n'est pas donc la signification morale de l'acte, mais simplement ce que cet acte signifie. Or, ce dont parle Madame Schiappa, la secrétaire d'État, c'est tout à fait autre chose en réalité. Et là est le mensonge. En apparence, il s'agit du même geste pratique, mais en réalité, ce n'est plus un acte thérapeutique. Ce n'est plus un acte thérapeutique, ce n'est plus un acte médical au sens strict, au sens où on l'a toujours compris depuis les origines de la médecine. Ce n'est plus un acte médical, ce n'est plus un soin, puisque les personnes qui vont en bénéficier, en réalité, ne souffrent d'aucune pathologie. Aucune pathologie, elles ne sont pas stériles. Ce n'est pas un acte médical, mais c'est simplement une prestation technique. Et c'est tout que la science permet. Un service, finalement, un acte donc absolument nouveau, une procréation qui est artificiellement suscitée. Et voilà le sophisme, voilà le mensonge dans lequel donc le public plonge à pieds joints, faute de réfléchir. Donc, dans cet acte, il n'est plus question de rétablir la nature, de soigner une pathologie de la nature, mais il s'agit au contraire de la détruire, cette nature, c'est-à-dire de refuser qu'elle fonctionne normalement, de s'en arracher. Le but n'est plus que nos corps soient guéris, mais qu'ils soient au contraire vaincus dans ce que la nature les a toujours orientés. Et donc que soit enfin brisée cette impuissance douloureuse de notre condition sexuée, qui, en nous faisant hommes et femmes, eh bien, interdit à chacun de se suffire soi-même pour engendrer. Et pour la première fois dans l'histoire, la science médicale est détournée du principe qui la régit depuis ses commencements, c'est-à-dire préserver ou reconstituer la santé. Ici, il s'agit simplement, de manière absolument détournée, il s'agit de prendre la science médicale pour la mettre au service exclusif d'un désir et d'une idée. Jamais un corps humain n'a été fécond sans contact avec son altérité biologique. Si nous décidons aujourd'hui d'autoriser un geste technique qui renie absolument notre condition humaine, c'est-à-dire ce que la nature nous a fait, eh bien, il est absolument sûr que nous faisons ainsi, avec un bandeau sur les yeux pour la plupart, il est absolument sûr que nous faisons le premier pas d'une longue série, parce qu'une fois passé la borne, eh bien, justement, il n'y a plus de borne. Une fois que cette première borne est passée, il n'y a plus alors de limite, il n'y a plus rien qui nous retient. Si cette première transgression est dépassée, il n'y a plus rien alors qui peut retenir ces hommes, ces femmes qui veulent aller dans ces limites. Il n'y a plus rien qui puisse les retenir. Cette frontière, nous ne la voyons pas et pourtant elle est là. Et on assiste sans le savoir à l'acte de naissance du transhumanisme précisément. Alors, dans cette situation, devant ce qui est un renversement complet de l'ordre moral, nous devons absolument rester fermes et approfondir précisément notre connaissance de la morale que nous voulons défendre, c'est-à-dire celle que Dieu a suscitée dans les cœurs humains, c'est-à-dire la loi naturelle. L'approfondir
pour nous, c'est un devoir, parce que même si notre voix, même si rien n'est jamais certain, mais même si notre voix ne porte pas suffisamment fort dans le temps présent, nous avons un devoir grave qui est de transmettre aux générations qui suivront l'évangile du salut, dans toutes ses exigences, et en particulier les exigences de la nature humaine créée par Dieu. Nous avons ce devoir devant Dieu de transmettre aux générations qui suivent cet héritage que nous avons nous-mêmes reçu. Quels sont les principes? Donc ici, je fais simplement donc, ce qui est pour vous certainement un rappel. Quels sont les principes d'un jugement moral pour nous dans cette situation? Eh bien, il faut savoir d'abord que notre jugement moral, notre loi morale, sont fondées sur l'être, c'est-à-dire ce qui est, et sur la nature. Et ceci est capital parce que l'oubli de l'être et l'oubli de cette nature fait tomber dans l'évolutionnisme, dans le scientisme et aussi dans le relativisme moral et le rejet de la nature humaine. Donc l'être et la nature. Et puis ensuite, rappel rapide bien sûr, mais quelles sont à la fois la raison, c'est-à-dire la cause, et la finalité, c'est-à-dire le but de la morale, eh bien, c'est Dieu lui-même qui est à la fois la cause et la fin. Il est le créateur de la nature humaine, et il est également la fin vers laquelle cette nature humaine créée tend. Il en est à la fois la cause et l'objet, la fin. Donc l'éthique actuelle va faire reposer son système, non plus sur ces principes qui ont jusqu'à présent, plus ou moins, mais quand même, qui ont jusqu'à présent conduit l'humanité. Désormais, l'éthique actuelle, affranchie complètement de ces principes, eh bien, va faire reposer son système, comme nous le disions, sur son désir, à travers le sentimentalisme, à travers également donc l'utilité, à travers des mots, la justice, bien sûr, justice sociale. Alors, quant à nous, les principes d'où découle la force et la dignité de la morale que nous défendons, eh bien, reposent sur le Seigneur, reposent sur Dieu, parce que nous savons qu'il est le seul créateur de la nature humaine. Et donc la connaissance de la doctrine de l'Église sur ces questions est d'une importance majeure. C'est le seul rempart. L'Église est désormais le seul rempart. Ce rempart même me paraît insuffisant pour retenir cette déferlante qui nous assaille de partout, mais néanmoins, l'Église est le seul rempart. Voilà pourquoi il faut absolument connaître le magistère de l'Église sur ces questions, et c'est ce que nous ferons, bien sûr, dans toutes ces conférences, la référence du magistère de l'Église. Sur cette question, comme sur d'autres que nous aborderons les fois prochaines, la référence principale est, à mon avis, l'instruction Donum Vitae. Donum Vitae, c'est un texte donc qui date de 1987, mais comme souvent dans ces textes essentiels du magistère, ce sont des textes qui voient très loin et qui sont aujourd'hui encore parfaitement actuels. Vous allez le voir. C'est un texte donc dont le rédacteur principal est le cardinal Ratzinger. En 1987, lorsqu'il était secrétaire d'État,
Ce texte, donc, est un texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi. L'instruction Donum Vitae. Un texte qui est une excellente synthèse de l'enseignement du magistère face aux problèmes moraux qui sont soulevés par les interventions artificielles sur la vie naissante et sur les principes même de la procréation. Avant d'aller plus loin, je vous cite simplement rapidement quelques passages, et nous en verrons d'autres tout au long des fois prochaines. Le texte évoque d'emblée, je cite, la valeur inestimable du don de la vie, donum vitae, le don de la vie, que Dieu créateur et Père, je poursuis le texte, a confié à l'homme. Oui, c'est important. Le don de la vie que Dieu créateur et Père a confié à l'homme, et donc à nous, dans cette tempête. C'est le principe fondamental, poursuit le texte, caractère sacré de la vie humaine dès le commencement, parce que cette vie vient de Dieu. Et l'instruction évoque aussi, donc, je cite, les risques graves auxquels les nouvelles techniques exposent l'homme, spécialement poursuit-elle, dans la tentation d'outrepasser les limites d'une raisonnable domination de la nature. Donc cette tentation, en effet, d'outrepasser les limites, hélas, beaucoup ont cédé à cette tentation. Et puis le texte précise que, je cite, « En raison de son union substantielle avec une âme spirituelle, le corps humain ne peut pas être considéré seulement comme un ensemble de tissus, d'organes et de fonctions. Il ne peut pas être évalué de la même manière que le corps des animaux, mais il est partie constitutive de la personne qui se manifeste et qui s'exprime à travers lui. » Donc, l'essentiel, en effet, est posé. Et puis, juste après, le cardinal Ratzinger poursuit ici, je cite, « La loi morale naturelle exprime et prescrit les finalités, les droits et les devoirs qui, se fondant sur la nature corporelle et spirituelle de la personne humaine, permettent de dire que la nature ne peut pas être conçue comme une normativité simplement biologique, mais, poursuit-il, mais elle doit être définie comme l'ordre rationnel selon lequel l'homme est appelé par le Créateur à diriger et à régler sa vie et ses actes, et en particulier à user et à disposer de son propre corps. » Alors, à partir de ce texte, nous en citerons d'autres tout au long de l'entretien d'aujourd'hui et puis également de ceux des prochaines fois. À chaque fois, nous citerons d'autres passages du magistère quand cela sera utile. Pour l'instant, nous restons sur ce texte parce qu'il est à la fois une synthèse admirable de l'enseignement de l'Église et en même temps, il est tout à fait actuel, même en le lisant avec 30 ans de recul. Tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont évoqués et même si ensuite, en 2008, dans un texte que nous citerons tout à l'heure, Benoît XVI a précisé quelques éléments qui relevaient de l'actualité. Néanmoins, l'essentiel est dans cette instruction Donum Vitae, qui est vraiment un texte absolument remarquable et qu'on devrait tous avoir à notre disposition chaque fois que des problèmes moraux surgissent dans l'actualité, et il n'en manque pas. Alors, précisément, quels sont les critères fondamentaux pour un jugement moral? Donc, quels sont ces deux critères? Eh bien, ce sont ces deux critères que nous prendrons comme guide
pendant toute cette réflexion aujourd'hui et les fois prochaines. Tout d'abord, donc, le premier critère fondamental donc, est l'inviolabilité. L'inviolabilité du droit à la vie de l'être humain dès le moment de sa conception et jusqu'à sa mort. Ceci relève de ce que nous avons entendu à l'instant dans l'instruction de Nunc Vitae, c'est-à-dire que nous sommes l'union d'une nature corporelle et d'une nature spirituelle créée immédiatement par Dieu. Le mot immédiatement a bien sûr de l'importance, nous y reviendrons. Immédiatement créée par Dieu. Voilà le premier critère, le premier principe. L'être humain doit être respecté comme une personne dès le premier instant de sa conception. Et ensuite, un deuxième critère, un deuxième principe qui nous servira surtout à partir de la prochaine fois, qui est l'originalité de la transmission de cette vie dans le mariage. La transmission de la vie humaine a été confiée par la nature, c'est-à-dire par Dieu, à un acte personnel et conscient, et comme tel, un acte personnel et conscient, un acte soumis aux saintes lois de Dieu, ces lois inviolables et immuables qui doivent être reconnues et observées. Les progrès techniques ont aujourd'hui rendu possible une procréation sans rapport sexuel, grâce à la rencontre in vitro, donc in vitro veut dire au laboratoire, artificiellement, des cellules germinales donc, qui ont été préalablement prélevées sur l'homme et sur la femme. Mais, comme le dit l'instruction de Nunc Vitae, ce qui est techniquement possible n'est pas pour autant moralement admissible. Nous verrons donc tout au long de ces quelques entretiens. Précisément, pour entrer plus profondément dans la première des deux grandes parties que nous aurons à traiter, deux grandes parties qui sont la conséquence de ces deux critères fondamentaux que nous avons cités pour un jugement moral, ces deux principes. Premier principe, l'inviolabilité du droit à la vie de l'être humain dès l'instant de sa conception. Eh bien, nous traiterons en premier, et nous commencerons aujourd'hui, le respect des embryons humains, première partie. Deuxième principe, l'originalité de la transmission de cette vie dans le mariage. Eh bien, nous traiterons bien sûr, donc, à partir surtout de la prochaine fois, tout ce qui relève de la procréation artificielle, c'est-à-dire la procréation en dehors du mariage, en dehors de l'union physique d'un homme et d'une femme. Et à chaque fois, lorsque cela sera utile, nous compléterons l'instruction de Nunc Vitae par quelques autres références du magistère qui, à chaque fois, peuvent ajouter un point important. Et combien ce magistère de l'Église est pour nous, spécialement sur un sujet comme celui-ci, et spécialement dans la situation que nous vivons, combien ce magistère de l'Église est une consolation constante. Dès le moment de sa conception, la vie de tout être humain doit être absolument respectée. Et ici, je vous cite un passage très court de Pie XII dans Humani Generis, une encyclique majeure aussi pour notre temps, en 1950, où Pie XII, avec son regard d'aigle, c'était tout de même une personnalité extraordinaire. Il avait une capacité pour parler de n'importe quel sujet chaque jour
avec une profondeur, une hauteur de vue, et aussi un regard qui regardait très loin, qui regardait bien au-delà de son pontificat, qui regardait dans les années et même les décades d'années qui le suivront. Et il a bien vu que ce point précis serait attaqué. Alors voilà pourquoi donc, il en parle dans cette encyclique magnifique, Humani Generis. Voilà ce qu'il dit. Donc, l'homme est sur terre l'unique créature que Dieu a voulu pour lui-même, parce que l'âme spirituelle de tout homme était immédiatement créée par Dieu. Le passage important, c'est l'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu. Ce qui veut dire que dès l'instant de la fécondation, dès l'instant de l'union d'une cellule germinale masculine et d'une cellule germinale féminine, dès l'instant donc du zygote, le zygote c'est le nom que la médecine donne à cette cellule unique qui est formée par l'union d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Eh bien, dès cet instant, dès l'instant où l'être humain est créé, avec tout son génome, on y reviendra, c'est-à-dire toutes ses capacités d'être ce qu'il sera, eh bien, dès cet instant, Dieu infuse l'âme humaine, à cet instant précis. Et ceci, vous le comprenez, a une importance déterminante, parce que le fait d'entendre dire que non, dans les premières semaines de vie, bien sûr que non, c'est un ensemble, ce qu'on appelle l'embryon n'est qu'un ensemble de tissus, un ensemble de cellules, mais pas encore un homme. Oui, donc ce langage donc, qu'il faut absolument contrarier, eh bien, nous pouvons le faire déjà donc, par cette simple phrase « L'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu ». Tout notre être en réalité, dès les premiers instants de notre vie, eh bien, tout notre être porte l'image du Créateur, et ceci dès que nous commençons à exister, dès ce premier instant. Et c'est pour cela que la vie humaine est sacrée, parce que dès cette origine, la vie humaine comporte l'action créatrice de Dieu. Et le même Pie XII, dans un discours peu connu, un discours qui date du 12 novembre 1944, un discours à l'Union médico-biologique, Pie XII dit ceci: « Dieu seul est le maître de la vie, de son commencement à son terme, et personne, poursuit-il, personne, en aucune circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent. » Et quant à la procréation humaine, elle demande, bien sûr, on le verra, une collaboration responsable des époux, avec l'amour fécond de Dieu, et le don de la vie humaine doit se réaliser dans le mariage, moyennant les actes spécifiques et exclusifs des époux. Et c'est ce que dit aussi quelque chose qui est peu connu et qui se trouve, vous allez voir comme ce passage est important, qui se trouve dans la constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile. Je cite ce passage important qui est un extrait du paragraphe 51. Écoutez bien, on croirait être aujourd'hui et avoir la réponse précisément pour ce que l'on entend aujourd'hui. Je vous lis ce passage. « Lorsqu'il s'agit de mettre en accord l'amour conjugal avec la transmission responsable de la vie, voilà les mots importants, la moralité du comportement ne dépend pas de la seule sincérité de l'intention,
et de la seule appréciation des motifs. Mais elle doit être déterminée selon des critères objectifs, tirés de la nature même de la personne et de ses actes, critères qui respectent, dans un contexte d'amour véritable, le sens intégral de la donation mutuelle et de la procréation humaine. Ceci veut dire, vous voyez, qu'en théologie morale catholique, ce qui fait la valeur d'un acte, vous voyez, ce n'est pas seulement, et ce n'est même pas principalement, l'intention avec laquelle on pose cet acte, vous voyez, ni même donc un motif généreux, par exemple avoir un enfant, c'est un motif bien sûr légitime, vous voyez, mais en théologie morale, ce qui est le critère principal de l'appréciation morale d'un acte, c'est l'acte lui-même. C'est-à-dire, cet acte est-il lui-même bon en soi ou est-il mauvais en soi? Si l'acte en lui-même est mauvais en soi, même avec une intention bonne, eh bien, vous voyez, même cette intention bonne ne suffit pas à rendre l'acte licite à partir du moment où l'acte en lui-même est mauvais. Donc, ceci est un élément important parce qu'aujourd'hui on confond tout, on confond beaucoup de choses et il suffit donc, semble-t-il aujourd'hui, d'avoir une bonne intention pour justifier l'acte que l'on pose. Vous voyez? Eh bien non. En théologie morale catholique, comme le rappelle très opportunément ce texte du dernier concile, eh bien en théologie morale catholique, si un acte n'est pas moralement bon, c'est-à-dire s'il est mauvais, eh bien, même une intention bonne ne permet pas de le poser. Alors, nous arrivons au dernier point que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, qui nous fait, après ces données générales, mais qui étaient des données tout de même fondamentales, pour ne pas trop s'égarer. Donc, nous rentrons dans le vif du sujet, que l'on poursuivra la prochaine fois, mais nous rentrons aujourd'hui dans le vif du sujet avec le premier de nos deux thèmes principaux, qui est le respect des embryons humains. Nous avons posé le principe, nous l'avons énoncé, l'être humain doit être respecté comme une personne dès le premier instant de sa conception. Ceci, c'est le magistère de l'Église. Alors, le respect des embryons humains. Nous allons tâcher d'appliquer ce principe que nous venons de voir à quelques thèmes qui sont peu connus, là aussi, qui ne sont pas les thèmes les plus médiatiques, mais néanmoins, qui ont pour nous une importance très grande. Ces thèmes sont, tout d'abord, le diagnostic anténatal, diagnostic donc prénatal, nous allons voir ce que cela veut dire. Ensuite, nous verrons aujourd'hui aussi ce que l'on appelle la thérapie génique, je reviendrai bien sûr sur ces mots, la thérapie génique germinale. Il faut rajouter ce qualificatif, on verra pourquoi. La thérapie génique germinale, c'est-à-dire donc la recherche et l'expérimentation sur l'embryon, et puis un thème que nous verrons en commençant la prochaine fois, qui est, vous verrez, un thème très intéressant et très porteur, et spécialement pour notre conscience catholique, donc, qui est celui des cellules souches. Ce thème des cellules souches dont vous entendez parfois parler et qui mérite vraiment d'être connu, parce que précisément, tout en exerçant une critique vigilante, il y a, vous voyez, dans le domaine des cellules souches, un avenir tout à fait moral à la médecine dans ce domaine, et nous verrons pourquoi. Et nous verrons que ça nous concerne aussi tous, parce que l'application des cellules souches pour notre santé personnelle est réelle. Et nous verrons qu'il y a une manière tout à fait morale
de vivre du progrès de la science dans le domaine des cellules souches, à quelles conditions? Nous verrons lesquelles. Alors, la question du diagnostic anténatal. Vous voyez ? Alors, ce diagnostic anténatal est-il moralement licite? Nous pouvons dire qu'il peut l'être à une condition. Il peut l'être, ce diagnostic prénatal, il peut l'être si il respecte la vie et l'intégrité de l'embryon et du fœtus humain, et s'il est orienté vers sa guérison ou vers sa sauvegarde, vers sa sauvegarde ou bien vers sa guérison individuelle. Donc le diagnostic anténatal, vous l'avez compris, ça veut dire donc que l'on essaie d'avoir un diagnostic sur une pathologie de l'enfant avant sa naissance, c'est-à-dire pendant la grossesse, les progrès de la biologie, les progrès également de l'imagerie permettent d'avoir certains diagnostics qui étaient tout à fait inaccessibles il y a encore peu de temps. Alors, que dit le magistère? Le diagnostic anténatal, pourquoi pas? Bien sûr. L'Église n'est pas contre les progrès scientifiques, au contraire. Mais l'Église est gardienne de la morale et elle précise que pour que le diagnostic anténatal puisse être licitement accompli et exploité, il faut que ce diagnostic respecte bien sûr la vie de l'embryon et l'intégrité aussi de cet être déjà créé qui, nous l'avons vu, est déjà une personne humaine, avec une âme présente dès le premier instant. Donc, pour que ce diagnostic anténatal soit licite, eh bien, il faut, du moins, que le geste médical effectué, bien sûr, ne fasse pas courir non plus à l'enfant un risque disproportionné. Mais ce diagnostic anténatal serait gravement en opposition avec la loi morale quand il prévoit, en fonction des résultats, l'éventualité de provoquer un avortement. Et ne nous y trompons pas, donc, dans presque tous les cas, c'est pour ça qu'il est fait. Donc il est certain que les parents qui demanderaient ce diagnostic avec l'intention bien arrêtée de procéder à l'avortement au cas où le résultat confirmerait l'existence d'une malformation ou d'une anomalie, donc bien sûr, les parents, comme naturellement aussi, et en premier, les médecins qui les conseillent, eh bien, ils commettent un acte qui est gravement illicite, bien sûr. Parce que, hélas, c'est bien dans ce cas que l'on se trouve presque toujours. Et ainsi, on voit bien à quel point le diagnostic prénatal a un rapport direct, étroit, avec ce qu'on appelle l'eugénisme. L'eugénisme, vous le savez, l'eugénisme, c'est l'ensemble des méthodes et des pratiques qui visent à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine par la sélection des êtres humains. C'est ça l'eugénisme, vous voyez. Donc, la pensée eugénique, bien sûr, ne date pas d'aujourd'hui, donc nous le savons bien, et il suffit de regarder notre XXe siècle pour savoir que l'eugénisme a été utilisé politiquement dans des circonstances donc terribles.
Donc l'eugénisme, c'est cela. C'est cet ensemble de méthodes et de pratiques qui visent, dans la pensée en tout cas de ces promoteurs, qui visent, pense-t-il, à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine par la sélection d'un certain nombre d'êtres humains selon des critères précis. Alors, l'eugénisme, évidemment, progresse au grand jour. Et l'encyclique de Benoît XVI, dont je vous parlais tout à l'heure, donc Dignitatis Personae, donc, qui date de décembre 2008, donc, l'a bien démasqué et condamné. Nous y reviendrons donc la prochaine fois. Donc, voilà. Notez bien sûr cette encyclique qui elle aussi a une importance très grande. Dignitatis Personae, Benoît XVI, décembre 2008. C'est, à mon humble avis, c'est avec le texte Donum Vitae, c'est le texte le plus fort et le plus important. Donc c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit donc de dépister et de supprimer toute forme de handicap. Donc là, on est clairement dans l'eugénisme, maintenant, bien sûr. Jusqu'à il y a encore 6 ou 7 ans, le bilan prénatal s'appuyait sur 3 examens. Donc, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, au moins. Donc l'échographie, à 10 semaines, l'échographie donc à 12 semaines d'aménorrhée, 10 semaines de grossesse, échographie qui permet donc à ce stade donc une analyse morphologique du fœtus et bien sûr donc avec le temps, l'échographie dans sa qualité a considérablement progressé, tant mieux bien sûr. Ici donc ces progrès sont utilisés hélas donc dans un but qui n'est pas louable. Donc l'échographie. Puis il y avait aussi donc le bilan biologique maternel. C'est une prise de sang. Une prise de sang et on recherchait, et on recherche toujours certains dosages hormonaux spécialement. Et puis enfin, il y a toujours ce qu'on appelle l'amniosynthèse. L'amniosynthèse, donc c'est une ponction du trophoblaste, c'est-à-dire une ponction du liquide amniotique. Donc il y a actuellement en France 80 000 amniosynthèses par an à la recherche du karyotype. Le karyotype, donc, c'est en quelque sorte donc, ce qui nous donne la carte génétique de l'individu. Donc on fait cette fonction qu'on appelle l'amniosynthèse pour avoir un karyotype. Et ce geste fait donc avec cette fréquence annuelle environ 80 000 par an. Il y a donc, vous voyez, par ce geste, il y a 1% de risque de fausse couche spontanée, c'est-à-dire donc de provoquer la mort de l'enfant. C'est-à-dire que chaque année, à cause donc de cet examen, eh bien donc 800 enfants, si on prend 1%, 1000 si on prend un peu plus de 1%, 1000 enfants donc par an, des enfants qui sont presque toujours des enfants normaux, disparaissent de cette manière. Donc l'échographie qui est de plus en plus perfectionnée diagnostique des anomalies morphologiques graves, donc par exemple des anomalies cérébrales ou des anomalies comme par exemple une anomalie au niveau des os propres du nez, c'est-à-dire donc du massif facial, donc cette absence des os propres du nez, comme l'épaisseur aussi de ce qu'on appelle la clarté nucale, c'est-à-dire l'épaisseur de la nuque, permettent d'orienter donc le diagnostic vers donc la trisomie 21, bien sûr. Et les progrès génétiques sont tels qu'il y a maintenant, c'est à cela que je voulais en venir, qu'il y a maintenant de nouveaux moyens, principalement dont je vous parlerai, parce que les autres sont encore en préparation,
il s'agit de la généralisation à toutes les femmes enceintes d'un nouveau test qui s'appelle le DPNI. DPNI pour dépistage prénatal non invasif. Non invasif, ça veut dire donc sans l'amniosynthèse, par une prise de sang. Dépistage prénatal non invasif, DPNI, qui s'appelle aussi, vous pouvez le voir peut-être dans certains articles sous un autre nom, s'appelle donc ADN-LC. ADN comme ADN, je vous en parlerai tout à l'heure, donc la molécule de base de notre système génétique. ADN, LC, L comme libre et C comme circulant. ADN, LC, ou DPNI. Eh bien, on a actuellement, donc, par ce progrès biologique, progrès au moins dans la technique, à défaut d'être un progrès dans l'intention, un progrès donc qui permet donc en réalité de doser, savoir doser l'ADN du fœtus dans le sang circulant de sa mère. Dans le sang circulant de sa mère, il y a, on le savait, mais maintenant on sait le doser, il y a donc de l'ADN fœtal, c'est-à-dire donc il y a donc dans le sang maternel, il y a cet ADN que l'on recherche justement par la myosynthèse. Là donc désormais, on sait le trouver par cette prise de sang. On sait le trouver surtout pour dépister, bien sûr, la trisomie 21. Et ce test donc s'ajoute à tous les examens proposés actuellement sans s'y substituer. C'est-à-dire que pour le moment, ce test ne fait que être un test en plus. Et d'ailleurs, ce test est fait, mais lorsqu'il oriente franchement vers une trisomie 21, eh bien, néanmoins, en tout cas pour le moment encore, eh bien, ça n'enlève pas, en quelque sorte, la proposition, qui est presque une obligation, de la myosynthèse. Donc désormais, non pas désormais, mais encore actuellement, donc ce nouveau test coexiste avec l'obligation pratique de la myosynthèse. Alors, quels sont les arguments avancés pour ce test? Eh bien, bien sûr, c'est d'améliorer la performance de détection du dépistage. Donc, ce test, en effet, permettrait donc d'améliorer la fiabilité du dépistage et de réduire ce nombre terrible d'avortements spontanés, c'est-à-dire ces fausses couches spontanées provoquées par la myosynthèse, 1000 par an. Et cela permettrait aussi, nous dit-on, de poser un diagnostic plus rapide de trisomie 21 et donc de limiter ce que l'on appelle par le sigle IMG. Plutôt que de dire avortement, on préfère dire IMG, c'est-à-dire interruption médicale de grossesse. Donc limiter donc les IMG tardives. Bon, en réalité, en tout cas pour le moment, d'après la pratique actuelle, donc en réalité, ce nouveau test donc qui est commercialisé, donc n'empêche pas et ne réduit pas la fréquence même de la myosynthèse pour confirmer le diagnostic, pour le moment au moins, jusqu'à ce que ce test soit considéré comme absolument fiable, avec la même fiabilité que le karyotype. Donc, il s'agit donc d'un nouveau test de diagnostic, quasi obligatoire, hein, disons-le, quasi obligatoire. Donc, quelle femme donc, a aujourd'hui la possibilité de s'y soustraire? Donc, pas beaucoup. Un test donc, qui va renforcer la pression, bien sûr, pour le dépistage de la trisomie 21. Et cette traque, parce qu'il s'agit bien de cela, cette traque ne manquera pas de s'étendre à d'autres maladies génétiques très rapidement, parce que, donc là aussi, les progrès dans le diagnostic et le dépistage d'autres maladies génétiques donc, sont rapides et très certainement, dans un avenir très proche, avant 1 ou 2 ans, nous aurons en fait donc très probablement
donc à disposition, dans ce test sanguin, la possibilité de dépister d'autres maladies génétiques que la trisomie 21. Alors, bien évidemment, donc, ce test ne manquera pas de s'étendre à d'autres maladies génétiques, c'est-à-dire qu'en pratique, le droit pour un enfant de naître, ce droit sera soumis à certains critères. Ça l'est déjà, mais ça le sera davantage encore. Il s'agit donc, bien évidemment, on le rappelle, mais c'est une évidence. Il est évident que nous sommes là dans une démarche proprement eugénique. Personne ne peut contester. Il s'agit bien de cela. Donc, il s'agit bien donc, de ces méthodes et de ces pratiques qui visent donc à améliorer, si l'on peut parler ainsi, du moins en parlant le langage que l'on entend aujourd'hui, améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine par la sélection des êtres humains. Mais c'est tout à fait ça. Bien évidemment, c'est ça. Qu'est-ce que ça serait d'autre si ce n'était pas ça? C'est précisément de l'eugénisme, hein, donc bien sûr. Donc c'est une élimination froide des enfants porteurs d'un handicap. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 97% des enfants qui sont dépistés positifs par le karyotype, par l'amniosynthèse, à la trisomie 21 sont éliminés. 97% des enfants dépistés trisomiques sont éliminés. Voilà pourquoi on n'en voit plus. Autrefois, je me rappelle, c'est quand même, pas au Moyen-Âge, mais il y a encore 30, 40 ans, on voyait les trisomiques dans la rue. Maintenant, il faut bien regarder. Il n'existe que dans les familles catholiques. Ou alors dans les familles courageuses qui comprennent, même sans l'apport de la foi et sans l'apport du magistère, qui comprennent l'horreur dont il s'agit. Parce que, vous voyez, donc pour un esprit droit, eh bien, on peut tout à fait comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez, même sans la foi, on peut comprendre qu'il s'agit donc de sélectionner les enfants et de sélectionner ceux qui auront le droit de naître et ceux qui n'auront pas ce droit et qui seront éliminés. Vous voyez, avec une froideur terrible, si vous voulez. Vous voyez, ça n'a rien de différent finalement dans le principe de ce qui se passait donc par exemple dans le nazisme auquel je faisais référence tout à l'heure. Vous l'aviez compris. En réalité, qu'y a-t-il de différent fondamentalement? C'est vraiment la même chose. C'est une chose absolument abominable et il faut donc le comprendre et en être toujours plus profondément convaincu. Alors, voilà, dernier point, je n'ai pas abusé de votre temps, c'est déjà fait, je crois, mais la thérapie génique ensuite. Le dernier point que nous abordons aujourd'hui, la thérapie génique. La thérapie génique, donc, c'est la recherche de l'expérimentation sur l'embryon humain. C'est-à-dire, donc, la thérapie génique, ce sont ces protocoles qui consistent à modifier génétiquement les cellules d'un embryon en utilisant l'ADN. L'ADN qui porte l'information génétique pour soigner ou pour prévenir un certain nombre de maladies. Je pense que ces mots vous sont familiers sans doute. Donc les mots d'ADN, de génome. Le génome, c'est l'ensemble donc du patrimoine génétique individuel que nous avons donc chacun de nous. Ce patrimoine donc est constitué dans des gènes et ces gènes sont situés sur des chromosomes. Donc nous avons 46 chromosomes, 23 paires qui viennent de notre mère, 23 paires qui viennent de notre père, 23 paires donc de chromosomes et l'ADN, donc cette
molécule qui est en quelque sorte la signature individuelle. Vous voyez, l'ADN, nous avons tous un ADN différent, et celles qui ont un ADN parfaitement identique sont les vrais jumeaux. Donc, cette thérapie génique, vous voyez, vous comprenez, il s'agit donc, le principe, c'est, il s'agit donc, en quelque sorte, d'injecter dans la cellule, vous voyez, un gène donc fonctionnel, qui va remplacer le gène défectueux, qui est à l'origine de la maladie. Vous voyez, ou éventuellement, donc, ça aussi, donc, c'est dans un futur qui n'est pas si lointain, on peut aussi donc injecter dans la cellule un gène qui aura une action thérapeutique. Pour l'instant, dans la thérapie génique, il s'agit donc de remplacer un gène défectueux par un autre gène, lui, parfaitement fonctionnel. Vous voyez, donc, la thérapie génique, vous voyez, voit l'émergence ici donc d'une technique qui en soi est extraordinaire, donc bien sûr, une technique révolutionnaire, donc on appelle les ciseaux génétiques. Les ciseaux génétiques, c'est-à-dire, donc, c'est une technique qui permet donc de modifier le génome de toute cellule en coupant, en quelque sorte, vous voyez, en coupant de manière donc très ciblée, très localisée, bien sûr, l'ADN pour modifier un gène. Vous voyez? Donc c'est une technique, bon, bien sûr, qui, vous le comprenez, qui soulève donc d'emblée de graves questions éthiques si elle est appliquée sur des gamètes humaines, ou bien si elle est appliquée donc sur l'embryon humain au premier stade, c'est-à-dire au stade de zygote. L'union, on en parlait tout à l'heure, l'union des deux cellules masculines et féminines, vous voyez, donc donne une cellule. Cette première cellule s'appelle un zygote, et là où les difficultés, vous voyez, sur le plan moral sont les plus importantes, c'est bien sûr, vous comprenez, lorsque cette technique de thérapie génique, cette technique de substitution d'un gène est appliquée sur une cellule germinale ou sur un zygote. Pourquoi? Alors, est-ce que ça pose plus de questions? On appelle cela la thérapie génique germinale. Pourquoi? Bien sûr parce que donc, lorsque l'intervention est faite à ce stade, bien naturellement, c'est quelque chose qui va se transmettre ensuite à toute la descendance. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on modifie. Vous voyez, donc, si cette intervention est faite à cet instant, à ce premier stade du développement, ou même au niveau donc de la cellule sexuelle elle-même, vous voyez, avant même la constitution du zygote, donc on parle donc à cet instant donc, de thérapie génique germinale, eh bien, donc le risque, bien sûr, donc le risque éthique majeur de cette thérapie génique germinale, c'est une modification génétique directe des cellules reproductrices, ce qui revient à faire naître un être humain génétiquement modifié. C'est-à-dire donc avec donc des conséquences qui sont aujourd'hui absolument imprévisibles, au stade où on en est encore, absolument imprévisibles sur toute sa descendance. Alors les arguments qui sont avancés par les promoteurs de cette technique, donc ces arguments donc, laissent entrevoir, et c'est vrai, des avancées scientifiques et des progrès thérapeutiques, notamment pour corriger, bien sûr, les maladies génétiques. Et ici, on pense en premier aux myopathies, donc, spécialement à la myopathie de Duchenne. Vous savez, c'est en général pour ces myopathies qu'est fait chaque année donc, le Téléthon, parce que c'est cette anomalie génétique, finalement, que l'on connaît le mieux. Et c'est certainement sur elle que la thérapie génique pourrait s'appliquer donc, en premier. D'ailleurs, donc, c'est déjà le cas, même si ceci n'est pas public. Donc, il est bien évident que certains laboratoires avancés ont déjà commencé.
puisque malheureusement, il existe un flou législatif qui est considérable, et dans ce flou, un certain nombre donc, de laboratoires de pointe se sont engouffrés. C'est un autre débat. Donc, c'est évident que le risque, vous voyez, de la thérapie génique germinale, enfin, ce n'est pas un risque, c'est une réalité certaine, c'est la transmission à la descendance. Vous voyez, si cette technique est utilisée sur ces cellules germinales, donc c'est-à-dire spermatozoïdes, ovocytes, ou bien donc la fameuse cellule zygote, c'est-à-dire l'embryon dès l'instant de son existence, eh bien, donc, les modifications seront transmissibles aux générations suivantes et de manière irréversible, avec des conséquences qui sont actuellement impossibles à anticiper. C'est comme par exemple si on modifiait le disque dur, en quelque sorte, vous voyez, si on modifiait le disque dur de l'homme avant même sa conception et sa naissance. D'où là aussi, bien sûr, donc évidemment, des possibles dérives eugéniques, puisque la technique peut être utilisée aussi pour dicter quel gène, vous voyez, un embryon devrait ou ne devrait pas avoir. Bien sûr. Avec donc à la clé la possibilité donc de créer, en quelque sorte, vous voyez, c'est pas du tout de la science-fiction, hein, de créer des enfants sur mesure. Donc, et là aussi avec des dérives géniques très faciles et facilement imaginables. Donc, c'est évident que, comme le disait le pape François assez récemment, donc j'ai relevé sa phrase, il dit donc « Cela peut donner une emprise impressionnante et même démoniaque sur l'ensemble de l'humanité. » Vous voyez, il a tout à fait raison. Donc il y a donc effectivement donc, là aussi des risques considérables. Enfin là nous en sommes simplement au début, mais la thérapie génique, vous voyez, si vous écoutez, du moins si vous êtes attentif à l'actualité dans ce domaine, fatalement dans les mois qui viennent, ça évolue vite et on verra passer des articles sur le sujet. Eh bien, soyez très attentifs donc, pour savoir s'il s'agit bien de la thérapie génique germinale. Parce qu'il existe aussi une autre thérapie génique qu'on appelle la thérapie génique somatique, donc, qui peut être utilisée, si vous voulez, sur des cellules matures. Donc là, c'est tout à fait différent, parce qu'on n'a pas donc, cet effet de filiation, cet effet automatique sur la descendance. Donc c'est tout à fait différent. Mais la thérapie génique germinale, bon, c'est évident qu'il s'agit d'un progrès technique qui est remarquable, hein, donc objectivement remarquable, mais qui peut-être, tout dépend ensuite, donc vous voyez, bien sûr, les fins pour lesquelles cette technique est utilisée, parce qu'on peut tout à fait l'utiliser donc, pour améliorer des enfants, notamment pour les guérir, voyez, mais pas pour, pas pour transformer de manière donc, volontaire, délibérée, vous voyez donc les êtres humains, avec tous les risques que cela donc, peut comporter de sélection génétique, donc là aussi d'eugénisme. Voilà ce qu'on pourrait dire pour cette première approche. Donc la fois prochaine, nous traiterons la dernière partie concernant le respect des embryons humains, c'est-à-dire les cellules souches. Et puis, donc, nous passerons, dès la prochaine fois, nous passerons à la procréation artificielle avec toutes les applications qu'il faut en faire sur le plan médical et sur le plan aussi moral.